La grande hantise de la monarchie française, c'est la hantise de l'encerclement par les Habsbourg. Et il y a donc cette angoisse permanente qui dicte pendant très longtemps la politique étrangère et la politique militaire du royaume de France, tout faire pour que l'encerclement soit moins menaçant et tout faire aussi pour que les possibles transferts de troupes d'un point à l'autre de l'Empire vers les autres soient perturbés. Et c'est là le sens premier de la mainmise sur Toul, Metz et Verdun. Avoir des places avancées en territoire impérial. Il y a un texte que tout le monde a lu dans l'Europe cultivée de cette époque-là, c'est la guerre des Gaules de César. Et dans la guerre des Gaules de César, César dit que la Gaule a pour frontière naturelle le Rhin. Et donc, on a redécouvert cela à partir du moment où, pour des raisons purement stratégiques et quasiment aléatoires, l'autorité de la France avait avancé jusqu'au Rhin. Cette idée des frontières naturelles, donc, qui émerge en quelque sorte au milieu du XVIIe siècle, mais comme une sorte de justification a posteriori. Dans les années 1670, 1675 à peu près, où pour la première fois Vauban, qui jusque-là s'était fait remarquer avant tout comme étant un excellent stratège pour la prise de place forte, se rend compte qu'il est temps maintenant d'assurer les nouvelles conquêtes et de protéger le royaume par une ligne aussi continue que possible. Alors cette ligne continue, il commence par la faire sur la France du Nord-Est, avec ce qu'il a appelé la ceinture de fer. Mais ça ne sert à rien de fortifier la frontière et d'en faire donc une frontière militaire sur le Nord-Est si la frontière reste ouverte sur l'Est. D'où la décision, encore une fois, prise par Louis XIV, d'assiéger Strasbourg, d'obliger Strasbourg à se rendre. Strasbourg était une ville relativement importante, à peu près 30 000 habitants. C'était une ville protestante, c'était une ville de culture allemande, dans laquelle il y avait une université qui était une université luthérienne, mais c'était une place forte, une grande ville sur le Rhin, et c'était en quelque sorte la ville qui permettait de contrôler toute la ligne du Rhin et ensuite de faire la jonction avec la frontière du Nord-Est en direction de Dunkerque, qui était en train de se fortifier. Et une fois que la décision a été prise, c'est là qu'on voit très bien que c'est une décision purement géostratégique que font Louis XIV, ses conseillers Louvois et les autres. Ils disent aux Strasbourgeois, vous pouvez garder toute votre autonomie, continuer de vous administrer vous-même, simplement vous nous rendrez la cathédrale. Toute cette histoire que je viens rapidement d'évoquer a eu pour conséquence que la ville de Strasbourg a pris, aussi bien du côté allemand que du côté français, une dimension symbolique extraordinairement importante. Du côté allemand, après 1870, Strasbourg, c'est la ville allemande par excellence. C'est un petit peu l'équivalent de Nuremberg. On rappelle que la ville de Strasbourg, c'est la ville de la Réforme. C'est la ville dans laquelle Gutenberg a inventé l'imprimerie aussi bien qu'à Mayence. Donc, du côté allemand, il y a toute une série de références. Et ces références, elles ont été renforcées, bien sûr, au moment de la première annexion de 1871 à 1918, et elles ont été réactivées ensuite entre 1940 et 1944. Mais à l'inverse, il y a aussi tout l'imaginaire français pour qui Strasbourg, c'est le point le plus avancé de la France et de la culture française et des Lumières françaises face à la menace allemande et face à la réaction allemande aussi, face à l'obscurantisme allemand. Dans la redéfinition d'une nouvelle identité alsacienne, qui fasse davantage de place à l'autonomie, à la spécificité de la région, et qui en même temps rapproche ensemble les anciens ennemis héréditaires, il y a un geste qui a été très fort, c'est l'instauration, la construction à Strasbourg du Parlement européen. Si bien que Strasbourg est à la fois une capitale française et en même temps une capitale européenne.